Madeleine, ne t'inquiète pas, tout est réglé. J'ai déjà lancé la curatelle. Tu n'auras rien à gérer. Elle a dit cela en rangeant la cuillère avec douceur, la porcelaine ne sonnant même pas contre la soucoupe. Un geste propre, précis, sans bavure. Puis, elle a relevé les yeux vers moi, ce regard pelliculé de soin qui brille comme une huile fine sur l'eau. Rien ne déborde, rien ne renverse, tout est sous contrôle. Son contrôle. J'ai posé la main sur la table pour ne pas que le sol s'éloigne. La phrase restait suspendue entre nous, telle qu'elle, impeccable comme une ordonnance affichée derrière une vitre, curatelle, lancée, réglée. C'était une bonne nouvelle pour elle, je crois. Pour moi, ce fut un trou d'air. La chaise a gémi, mon cœur aussi. Dans la cuisine, la vapeur du thé dessinait une buée discrète sur la fenêtre, et, dans cette opacité fragile, j'ai aperçu mon visage, un instant, comme s'il venait d'un autre pays. Cheveux courts gris, paupières un peu gonflées par la nuit, bouche trop serrée. Curatelle, ai-je répété sans voix, pour comprendre la forme du mot à l'intérieur. Elle sourit, d'un sourire d'infirmière, et posa sa main sur mon avant-bras, légère pression, légère chaleur, geste de tutrice tendre. Tu vas voir, Madeleine, ça te soulagera. À ton âge, tout devient si compliqué. Il faut déléguer. Déléguer sa vie, déléguer sa signature, déléguer sa mémoire. Je l'ai regardé et, dans le creux de ses yeux, j'ai vu ma disparition déjà organisée, rangée en intercalaire, tamponnée de ce calme administratif qui avale les cris avant qu'ils naissent. Je n'ai pas crié. À mon âge, on n'alerte plus personne avec un cri. On vous tapote la main, on vous apporte un plaid, on vous explique doucement pourquoi vous avez tort. Alors j'ai respiré, comme on m'a appris quand j'avais 15 ans et que les crises d'angoisse me coupaient les jambes. Une inspiration qui nettoie, une expiration qui tient. Qu'est-ce que tu as lancé exactement? Ma voix frottait la gorge comme un caillou trop lisse. Elle s'est redressée, satisfaite. Le dossier, avec les pièces. Ne t'inquiète pas, j'ai mis ce qu'il fallait. Tu sais bien que tu t'en mêles. Les factures, les rendez-vous. Ce sera plus simple. Plus simple pour qui? Dans ma poitrine, quelque chose a cogné contre une porte. Elle s'est levée pour rincer la tasse. L'eau a chuchoté dans l'évier comme une confidence. J'ai suivi, à hauteur de ses gestes, cette chorégraphie qui m'avait d'abord rassurée quand elle est entrée dans ma vie. L'efficacité, l'ordre, le soin. J'avais applaudi en silence, au début, à sa façon de classer, d'étiqueter, d'optimiser. On m'avait tant dit que c'était moderne, cette clarté. Ce matin-là, la clarté avait une odeur de chlore. Et où sont mes papiers? Elle a cligné des yeux, l'air surpris qu'on lui demande la clé d'une maison qu'elle occupe déjà. J'ai tout mis en lieu sûr, dans la chemise. Tu n'auras plus à t'en charger. Le juge appréciera qu'on prenne les devants. Le juge. Ce mot-là a tracé une ligne froide dans ma colonne vertébrale. Je me suis levée trop vite, la tête un peu creuse. Dans le couloir, le buffet, mon vieux buffet de mariage, veinure sombre, poignées en laiton, semblait respirer à peine. Le tiroir où je garde le livret de famille, les relevés, les lettres du notaire, ne céda pas. Verrouillé, la clé au ruban bleu ne pendait plus à son crochet. Je l'ai rangée, dit-elle derrière moi, d'une voix douce que j'avais déjà entendue me retirer autre chose. J'ai passé la main sur le bois. On peut caresser un animal pour l'apaiser, on peut aussi calmer un meuble quand on s'y cramponne. Dans la chambre d'amis, sur le bureau, une chemise grise attendait. Légèrement entr'ouverte, la langue d'un papier dépassant comme un petit salut. Je me suis assise. Mes genoux n'obéissaient pas bien. J'ai tiré la chemise vers moi, avec cette attention minutieuse qu'on réserve aux objets qu'on sait dangereux. Mon nom en haut, noir, mon âge, mon adresse, en dessous, demande de curatelle simple, motivation, trouble mnésique,
confusion épisodique, incapacité à gérer les intérêts, à droite, un certificat médical daté, un médecin que je ne connais pas, et, agrafé, des relevés, des duplicata d'avis, des annotations à l'encre bleue de sa main, la calligraphie ronde de celle qui fait les choses proprement. Je regardais ma vie écrite par une autre. Je ne me souvenais pas d'avoir signé pour disparaître. Le sang s'est retiré de mes mains. Elles sont devenues blanches comme la nappe du dimanche. Derrière moi, sa voix continuait d'arranger l'air. Tu n'as qu'à te reposer. Je m'occupe de tout. Marc m'a dit que c'était mieux comme ça. Marc, le prénom a heurté ma dent comme une cuillère mal posée. Mon fils. Son silence tenait lieu de signature depuis des mois. Je me suis vue, plus tôt, devant la fenêtre, observant la pluie couler sur le carreau, croyant encore que l'amour protège, même maladroit. La pluie tombait tout droit. Moi, je glissais. Je n'ai pas su combien de temps je suis restée là. Un bruit de porte, un parfum bref de lessive. Elle sortait. Avant de partir, elle a posé un baiser sec sur ma joue. On en reparle ce soir. N'ouvre à personne, hein? J'ai hoché la tête comme une petite fille. La serrure a parlé, puis le silence a tiré une chaise en face de moi. J'ai reposé la chemise. J'ai attendu d'entendre ses pas s'éloigner dans l'escalier. Alors seulement j'ai refermé la porte, tiré le verrou, et je suis retournée à la table. J'ai pris le carnet pas le vert, disparu depuis des jours, mais l'ancien, couvert de papier marbré, celui où je notais autrefois les recettes de Jean. J'ai daté, j'ai écrit. Elle a dit « J'ai déjà lancé la curatelle ». Les guillemets m'ont semblé être des menottes minuscules autour du mensonge. La panique ne s'annonça pas comme un ouragan. Elle se posa en moi comme une brume dense. On voit encore le meuble, mais on ne distingue plus les bords. Assise, j'ai fermé les yeux et j'ai compté jusqu'à 50, lentement. À 32, la honte est arrivée. Comment avais-je pu laisser mon nom voyager dans un dossier que je n'avais pas lu? À 40, le vertige. S'il décidait, au nom du bien, de me retirer la parole. À 50, autre chose. Un déclic minuscule, sec, l'éclair qui ne fait pas de bruit mais qui coupe net l'obscurité. J'ai reposé le crayon. J'ai remis la chemise exactement comme elle était. Angle sur angle. Docile. J'ai essuyé la table. J'ai rangé la tasse. J'ai plié le torchon. Des gestes simples pour rester debout. Le courrier du jour traînait sur le guéridon de l'entrée, enveloppe blanche, fenêtre transparente, leur lot de chiffres et de dates. Sous la liasse, un papier crème, sobre, l'entête du tribunal judiciaire. Convocation, information préalable, protection juridique des majeurs. J'ai senti le sol se soulever un peu. Madame, à la suite d'une saisine, à la suite, me piqua la langue. À la suite de moi? Non, à la suite d'eux. J'ai posé mon index sur mon nom pour l'empêcher de glisser. Puis j'ai pris le téléphone. Le numéro du notaire était resté imprimé dans ma mémoire comme une prière de l'enfance. 2 sonneries. La secrétaire. Puis sa voix, grave, étonnée de me trouver si tôt. Maître, ai-je dit, et je n'ai pas reconnu ma voix. Elle venait de plus loin que ma gorge, d'un couloir plus ancien. Maître, il y a une curatelle. Lancez, dit-elle. Je crois que... Les mots se sont mis en file. Ils ne trébuchaient pas. Ils apprenaient à marcher. Il m'a écouté sans m'interrompre. Je l'entendais tourner des feuilles, pousser un soupir clos, choisir le mot juste. Puis, d'un ton bas, ferme. Ne signez rien, Madeleine, surtout pas. Rien. Même ce qui paraît anodin. On se voit aujourd'hui. Je vous reçois à 15 heures. Apportez tout ce que vous avez. Convocation, copie, vos notes, et... Il hésita, puis ajouta « J'ai répété ces 2 phrases à voix haute, comme on répète une adresse qu'on ne veut pas oublier. Ne signez rien. Surtout pas. »
Dans la glace de l'entrée, mon reflet avait repris un peu de contour. J'ai ramassé soigneusement le courrier, j'ai glissé la convocation dans une pochette transparente, j'ai pris mon carnet marbré, un stylo, ma carte d'identité. Au moment d'attraper mon manteau, je me suis arrêtée. Sur le buffet, une trace ronde de tasse dessinait un halo clair. J'ai posé ma main dessus, paume à plat, comme on scelle un document. Je suis chez moi, ai-je murmuré. La phrase n'était pas destinée au mur, ni à l'absence. Elle était pour moi, pour que je m'entende, pour que je me revienne. Dehors, l'avenue brillait après une averse. Les trottoirs sentaient la pierre lavée. Je marchais plus lentement qu'autrefois, mais il me semblait que chaque pas remettait mon nom dans ma bouche. À l'angle de la rue, j'ai croisé une femme de mon âge qui pliait un cabas. Elle m'a souri, un sourire sans rien, un simple passage de lumière. J'ai hoché la tête. J'avais envie de lui dire « On nous croit fragiles parce que nous parlons bas, mais nous avons des livres entiers écrits derrière le front. » Je n'ai rien dit. J'ai gardé la phrase pour mon notaire, pour le juge, pour la table où l'on posera les papiers, et où, cette fois, je poserai ma main entière avant de signer quoi que ce soit. Sur le palier, avant de fermer, j'ai glissé un regard vers l'intérieur. La chemise grise, là-bas, continuait de respirer au rythme d'une certitude étrangère. Elle ne savait pas encore qu'elle avait perdu. Moi, je le savais déjà. Je n'avais que des preuves maigres, des dates, des phrases exactes, un stylo, un notaire, la mère au bout de la rue, et cette injonction claire dans l'oreille. Ne signez rien, surtout pas. C'était peu, c'était tout. J'ai tourné la clé que je possédais encore, la clé de la porte, de mon pas, de ma voix, et j'ai descendu l'escalier, chaque marche marquant mon nom à nouveau, lettre après lettre, jusqu'à la rue où la journée m'attendait, et où je décidais, sans bruit, de ne plus laisser personne écrire ma vie à ma place. Avant tout cela, avant les papiers, avant la peur, il y avait la maison de la rue du Lierre, une maison simple, claire, que Jean avait bâtie de ses mains pierre après pierre, mot après mot. Chaque marche portait encore la marque de son marteau. Quand il est parti, j'avais cru que la maison tiendrait lieu de mémoire, qu'elle parlerait pour deux. Jean était un homme droit, silencieux, mais attentif. Il disait souvent « Ce qu'on signe, Madeleine, c'est ce qu'on devient ». À l'époque, je ne comprenais pas toute la gravité de cette phrase. Je signais sans compter. Les formulaires pour le prêt, les autorisations pour l'école, les chèques du mois, tout ce qu'on fait par amour, par habitude. Et c'est cet amour, cet automatisme du don, qui m'a trahi plus tard. Marc est né un matin de janvier. Je me souviens encore de la neige fondue sur les tuiles, du cri clair qui a traversé le plafond comme une promesse. Il a grandi dans cette maison, entre les mains de son père et mes bras. Jean lui a appris à planter droit, à mesurer 2 fois avant de couper. Moi, je lui ai appris la douceur, écrire sans rature, remercier sans calcul. Nous n'avons jamais eu beaucoup d'argent, mais nous avions ce que j'appelais la solidité tranquille. Les années ont passé comme passent les saisons dans un jardin bien tenu, sans bruit, mais avec des traces. Le premier vélo, la première peur, le premier salaire. Puis Claire est arrivée. Une femme vive, moderne, au regard rapide, à la parole sûre. Elle parlait vite, riait fort, et portait toujours un parfum de vanille qui restait longtemps après son départ. Marc en était fou. Je les ai accueillis avec sincérité, j'étais heureuse qu'il ait trouvé quelqu'un. Je ne voyais pas encore dans cette énergie un danger. Quand Jean est mort, tout a basculé doucement, presque avec élégance. Claire s'est occupée de tout. Les papiers, la succession, la banque. Il faut simplifier, Madeleine, disait-elle. J'ai hoché la tête. Simplifier, oui. C'est elle qui a proposé de mettre la maison provisoirement au nom de Marc pour éviter des frais. Le notaire m'a parlé de donation-partage, de droits réduits. J'ai signé, le cœur serré mais confiant. Ce jour-là, je croyais encore que la famille protège. Les premiers mois,
Tout semblait harmonieux. Il venait les week-ends, m'apportait des croissants, s'installait dans le salon. Claire faisait les comptes, Marc réparait la gouttière. Je me disais, il veille sur moi. Et j'y croyais, vraiment. Je rangeais mes papiers comme elle me le demandait, je laissais faire. Je pensais que céder un peu, c'était aimer encore. Puis le temps a commencé à se plier d'une manière étrange. Les visites se faisaient plus directives. Tu devrais arrêter de conduire. Donne-moi les relevés. Je vais m'en charger. On va te prendre un rendez-vous médical. C'est obligatoire pour les assurances. J'acquiesçais, un peu lasse, persuadée qu'il voulait mon bien. Je ne voyais pas encore que, derrière le mot « aider », il y avait déjà le verbe « remplacer ». Je croyais offrir ma confiance, il prenait ma place. Parfois, le soir, seule dans la maison, je me surprenais à relire les lettres de Jean. Il y écrivait toujours droit, sans rature. « Madeleine, n'oublie jamais que ta signature, c'est ton nom à l'endroit. » Je ne savais pas que ces mots deviendraient ma seule boussole. À l'époque, j'étais encore une mère confiante, une femme qui croyait que l'amour de son fils serait sa dernière certitude. Je ne savais pas que, quelques années plus tard, cet amour deviendrait le prétexte de ma dépossession. C'est venu par petites touches, comme une tache d'humidité qui s'étend sans qu'on s'en aperçoive. Au début, je trouvais ça normal. Les enfants veulent t'aider, s'occuper. Mais un jour, l'aide devient un couvercle, et l'air commence à manquer. La première fois que Claire a pris mes clés sans me prévenir, c'était pour faire un double. C'est plus pratique, Madeleine. Si jamais tu oublies, je n'ai rien dit. J'ai même souri. À cet âge, on apprend à remercier avant de réfléchir. Mais quand je suis rentrée du marché, la serrure avait été changée. C'est pour ta sécurité. A-t-elle expliqué, les bras croisés, son ton d'institutrice. Je l'ai cru. Je me suis dit que j'exagérais, que c'était moi la vieille réticente aux nouveautés. Puis, il y a eu la voiture, mon vieux modèle, fidèle, qui m'avait conduite partout. Elle a glissé les papiers dans une chemise. On a vendu la voiture, Madeleine. C'est dangereux pour toi de conduire maintenant. Le on m'a blessée. Ce on froid, impersonnel, qui ne laissait plus de place à mon jeu. Je n'étais plus le sujet de ma vie, mais l'objet d'un dossier. Chaque décision passait désormais par elle. Le médecin, les impôts, les factures, même mes courses. Un matin, j'ai voulu aller seule à la poste. Marc a dit « Claire s'en charge, maman. Tu te fatigues pour rien. » Et j'ai vu dans ses yeux une douceur coupable. Il ne savait pas qu'il venait de m'ôter ma dernière promenade libre. Le soir, j'écrivais dans mon carnet un petit cahier à couverture grise, rangé dans la commode, des phrases simples, pour ne pas oublier. Aujourd'hui, elle a déplacé mes assiettes. Elle a dit que c'était plus logique comme ça. Marc a signé à ma place pour le plombier. Il a dit que c'était plus rapide. Des détails minuscules, presque risibles. Mais c'est ainsi qu'on efface quelqu'un. Un geste à la fois. Un dimanche, elle a voulu repeindre la cuisine pour la rendre plus lumineuse. Elle a choisi un blanc éclatant, presque chirurgical. J'ai regardé mes rideaux bleus, mes carreaux anciens, tout ce qui racontait ma vie. « On ne va pas jeter les vieux torchons ?» a-t-elle dit en riant. J'ai senti la brûlure monter dans ma gorge, mais je n'ai rien dit, parce qu'à cet instant précis, j'ai compris que répondre aurait été entrer dans son terrain, celui du contrôle, du sarcasme. Mon arme serait le silence, un silence d'observation. Je les laissais venir, ces phrases blessantes, ces remarques déguisées en soins. « Tu perds un peu la tête, hein ? C'est normal. À ton âge, tout le monde oublie. Tu devrais laisser les papiers à quelqu'un de plus jeune. » Chaque mot était poli, mais la politesse est un scalpel quand on veut couper proprement. Le soir, seule, je sortais mes carnets, je les alignais sur la table et j'y consignais tout. Leur ton, la date, la scène, le mot exact. Ce n'était pas encore un plan, c'était une mémoire, une manière de me prouver que j'étais encore lucide, que ma réalité n'était pas une invention. Je commençais à voir ce qu'ils ne voyaient pas, leur impatience à m'effacer.
Claire contrôlait la maison comme un gestionnaire. Marc, lui, se taisait, noyé entre son travail et ses justifications. Il croyait sans doute que la paix vaut bien quelques injustices. Mais la paix imposée, c'est une trêve pour les faibles. Je me suis rendu compte un soir que je demandais la permission pour tout. Sortir, téléphoner, même cuisiner. Et quand j'ai voulu préparer la soupe, Claire m'a dit « Assieds-toi, Madeleine. Je m'en occupe. » C'est mieux ainsi. Je l'ai laissé faire. Mais dans ma tête, j'ai noté la phrase, la température de l'eau, le geste exact avec lequel elle a saisi la louche autoritaire, possessif. C'est ce soir-là que j'ai su. La dépossession ne fait pas de bruit. Elle porte un tablier propre et parle doucement. Je ne dormais plus bien. Je rêvais de clés, de papiers, de mains qui signaient à ma place. Et chaque matin, en ouvrant les volets, je me disais, aujourd'hui encore, il me pense fragile, qu'il continue, car dans ce rôle qu'il m'imposait, j'ai trouvé une cachette, celle du renard sous la neige, immobile, silencieux, mais bien éveillé. Je me suis promis de ne rien dire, de ne rien brusquer, mais de tout voir, de tout retenir, de tout écrire. Et dans la marge de mon carnet, ce jour-là, j'ai ajouté une phrase, sans savoir qu'elle deviendrait ma devise. Le vrai pouvoir commence quand on arrête de se défendre et qu'on commence à observer. C'était un mercredi de mars, un jour de pluie épaisse, où la lumière semble rester suspendue entre deux rideaux gris. Claire était venue faire un peu de rangement dans les papiers. Elle avait posé sa veste sur le dossier de la chaise, ouvert le buffet, sorti mes classeurs avec la méthode d'un percepteur. Je la regardais faire, son dos tourné, ses gestes précis. Chaque feuille qui changeait de place, c'était un petit morceau de moi qu'on déplaçait. Je n'ai rien dit. Elle a refermé le buffet, sourit, et m'a dit en s'essuyant les mains, « Ne t'inquiète pas, Madeleine. Tout est en ordre maintenant. Tu n'as plus besoin de te fatiguer avec ça. » Quand elle est partie, le silence est resté derrière elle comme un couvercle. Je suis allée dans la chambre d'amis, celle qu'ils appelaient notre bureau familial, quand ils venaient le week-end. Sur le bureau, il y avait une chemise bleue, laissée là sans doute par inadvertance. Je ne voulais pas la toucher, mais quelque chose, au fond de moi, me disait que cette fois-ci, ce n'était pas un oubli. J'ai ouvert la chemise. Mon nom, en haut, bien écrit, noir sur blanc. Madame Madeleine Arnaud, demande de curatelle simple. Je suis restée figée. Sous cette phrase, un dossier complet, formulaire, CERFA, relevé bancaire, copie de mon livret de famille, un certificat médical, le tout signé, annoté, tamponné. Je tremblais. Le médecin indiquait un certain docteur Villiers, m'était totalement inconnu. Mais sa phrase, elle, m'a brûlé les yeux. Patiente présentant des troubles mnésiques légers, confusion ponctuelle, incapacité à gérer des affaires complexes. J'ai relu cette phrase 10 fois, 20 fois. Je ne savais pas si je devais pleurer ou rire. Moi, confuse, celle qui notait chaque facture, chaque visite, chaque date dans son carnet, celle qui savait encore réciter les vers de Verlaine par cœur, j'ai senti la colère monter, non pas comme une explosion, mais comme une marée froide. Je me suis assise, le dossier tremblait entre mes mains, mais ma pensée, elle, s'est mise à marcher droit. J'ai ouvert le tiroir du bas du bureau. D'autres copies, d'autres chemises. L'une portait mon nom en petit. Patrimoine, succession anticipée. À l'intérieur, un projet de répartition signé par Marc, mon fils, et au-dessus de sa signature, une note écrite à la main. Claire a validé avec le notaire. A formalisé. Je n'ai pas tout de suite compris. Puis j'ai vu. La maison de la rue du Lierre figurait déjà transmise, en valeur estimée, comme si j'étais morte. Je me suis levée. J'ai dû m'appuyer contre la commode. Le monde tanguait. Je crois que j'ai murmuré son prénom Marc sans y croire. Mon fils, mon propre enfant, qui m'avait juré de simplifier la gestion après la mort de son père. Et maintenant,
Il préparait tranquillement ma disparition juridique. Je me suis approchée de la fenêtre. Le jardin ruisselait sous la pluie. Tout était à sa place. Les lilas, la table en fer, la chaise que Jean avait repeinte. J'ai posé la main contre la vitre froide et je me suis dit, ils ont déjà commencé à ranger ma vie. Je n'ai pas pleuré, pas encore. Je me suis rassis. J'ai respiré. Puis, méthodiquement, j'ai commencé à lire chaque feuille. Je notais sur une page arrachée du carnet la date, le titre, le tampon. J'ai pris des photos avec mon vieux téléphone et j'ai tout remis exactement comme c'était. Quand le téléphone a sonné, j'ai sursauté. C'était Mireille. Sa voix claire, un peu essoufflée, traversait la ligne. « Tu viens toujours demain au café ?»« Oui. Enfin, je crois. » Elle a senti ma voix trembler. « Madeleine, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien. Enfin, si, quelque chose. Tu veux que je passe ?»« Pas encore. » Après avoir raccroché, je suis restée là, le combiné dans la main. J'ai compris que quelque chose venait de se briser, mais pas moi. Quelque chose en eux, la confiance, sans doute. Et à sa place, un calme étrange s'est installé. Je savais que je ne pouvais plus leur parler directement. Chaque mot deviendrait une preuve contre moi, une phrase de plus dans leur dossier de vulnérabilité. Alors j'ai choisi le silence, mais pas celui de la soumission, celui de l'observation. Je me suis juré que si on voulait me déclarer incapable, je leur prouverais le contraire, point par point, date par date. Le soir, j'ai trouvé dans la boîte aux lettres un courrier à en-tête du tribunal, information préalable à mesure de protection. J'ai senti un vertige. J'ai lu et relu chaque ligne. À la fin, un passage en gras. Toute personne concernée peut être assistée d'un conseil ou d'un notaire de son choix. Alors j'ai pris mon vieux carnet à la couverture bleue, celui où Jean notait ses devis, et j'ai écrit, lentement, je ne serai pas défendue, je me défendrai. Je me suis couchée sans manger. La pluie avait cessé, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi d'un sommeil lourd, presque paisible, parce qu'au cœur de la trahison, une décision venait de naître. Le lendemain, j'ai appelé mon notaire, et sa voix, grave, nette, a dit « Madeleine, apportez-moi tout. Ne signez rien. Surtout pas. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. » La maison était silencieuse. Trop silencieuse, ce genre de silence où l'on entend sa propre pensée respirer. J'ai laissé la lampe du salon allumée, une lueur pâle, jaune, qui dessinait sur le mur les ombres des cadres et des fleurs séchées. Sur la table, j'avais étalé mes papiers comme un champ de bataille. D'un côté, leur dossier, de l'autre, mon carnet bleu. Entre les deux, une tasse de thé froid et ma main tremblante. Je me suis mise à relire chaque document. Les mots n'étaient pas seulement des phrases, mais des armes. Trouble mnésique, vulnérabilité, tutelle simplifiée. Chaque ligne me retirait un peu de moi. Mais plus je lisais, plus je sentais revenir une forme de lucidité ancienne. Une lucidité presque physique, comme une lumière qui se rallume au fond du ventre. J'ai repensé à Jean. Lui, le menuisier précis, qui disait toujours « Quand on veut tordre le bois, il faut d'abord le comprendre ». Ils avaient voulu me tordre, mais ils ne me comprenaient pas. Ils ignoraient que derrière mes silences, il y avait des archives, des dates, des preuves. J'avais passé ma vie à classer, à ranger, à noter, c'était mon instinct, presque ma foi. Et c'est ce réflexe-là qui allait me sauver. Alors j'ai commencé à tout consigner. Heure, nom, lieu, phrase exacte. Je notais le ton de leur voix, la couleur de la lumière, même les odeurs. Parce que la vérité, je le savais, ne résiste qu'à la précision. Chaque mot de trop deviendrait un clou dans leur mensonge. Vers 3 heures du matin, j'ai fermé le carnet. Je me suis levée. Je suis allée dans la cuisine. J'ai ouvert la fenêtre. L'air était froid, chargé d'humidité. Au loin, j'entendais le train de nuit, ce bruit d'acier qui traverse les villes endormies sans demander la permission. Et j'ai murmuré « Je ne suis pas finie. Pas encore. » Je me suis préparé un café, noir,
amères, comme les nuits de vérité. Et j'ai réfléchi. Je savais que si je les affrontais directement, ils me feraient passer pour folle. C'est toujours ainsi qu'on étouffe les femmes âgées. On les rend confuses pour les faire taire. Alors j'ai décidé de choisir une autre voie, celle de la patience, de la méthode, du droit. Le lendemain, je suis allée à la mairie pour demander des copies d'actes. La jeune employée m'a regardée avec ce sourire condescendant réservé aux vieilles dames courageuses. Je lui ai répondu d'un ton clair. C'est pour un dossier juridique, et je veux qu'il soit complet. Elle n'a plus souri. Je crois que, ce jour-là, je suis redevenue quelqu'un à ses yeux. Puis j'ai pris rendez-vous avec la banque. J'ai demandé à voir les procurations, les mouvements récents. La conseillère m'a fait patienter, embarrassée. Quand elle est revenue, elle a posé devant moi 2 documents. Un virement automatique vers un compte au nom de Marc et une procuration signée pour Madeleine Arnaud, une signature fausse, tremblée, maladroitement imitée. Je l'ai fixée dans les yeux. « C'est moi ça ?» Elle a rougi. « Je ne sais pas, madame. Moi, je sais. » J'ai demandé des copies, poliment, calmement. Elle me les a données, sans un mot. Je les ai glissées dans ma pochette bleue, celle que je n'abandonne jamais. Et en rentrant chez moi, je me suis sentie étrangement vivante. Pas heureuse, mais debout. Les jours suivants, je suis devenue une observatrice méthodique. Je ne répondais plus à leurs attaques. Je les laissais parler, croire, manipuler. Claire continuait de me sourire, de m'appeler ma douce Madeleine. Mais ses yeux, eux, me scrutaient comme on surveille un coffre. Elle ne savait pas que j'avais déjà changé le code. Je me suis mise à prier, le soir, non pas pour être protégée, mais pour garder la clarté. Je demandais à Dieu de ne pas me laisser me dissoudre dans leurs mensonges. Je lui disais « Donne-moi la mémoire, donne-moi la force de l'écriture, le reste, je ferai seul. » Et il a écouté, je crois, car à mesure que les jours passaient, je sentais une intelligence nouvelle s'installer en moi. Je me mettais à penser comme eux, froidement, stratégiquement, mais sans leur cruauté, avec une précision presque scientifique. Un soir, j'ai reçu un appel du notaire. Sa voix, grave, m'a traversée comme une colonne de lumière. « Madeleine, j'ai lu les copies. Ce que vous décrivez est grave, très grave, mais vous avez bien fait de tout garder. Nous allons agir. » Agir comment? Légalement, discrètement, et surtout, sans prévenir. J'ai noté ces 3 mots dans mon carnet. Légalement, discrètement, sans prévenir. Et à côté, j'ai écrit, en plus petit, « Ce qu'ils prennent par ruse, je le reprendrai par la loi. » Cette nuit-là, j'ai dormi, vraiment dormi, comme si, enfin, quelqu'un tenait la lampe à ma place. Mais je savais que le chemin serait long et que la vraie victoire, ce ne serait pas de les punir, mais de redevenir moi-même entièrement, librement, juridiquement. Le lendemain matin, j'ai pris ma veste beige, mes papiers, mon carnet bleu. Je suis allée voir Maître Durand, le notaire de mon mari. Il m'a accueillie debout, m'a serré la main sans pitié ni compassion. « Je vous ai connue plus douce, Madeleine. Vous avez changé. »« Oui, » ai-je dit. « Je sais désormais que le silence n'est pas un effacement. C'est une preuve qui attend son heure. » Les semaines suivantes ont été mes plus calmes et mes plus dangereuses. Je parlais moins, j'écoutais davantage. Je laissais Claire croire que j'avais cédé, que j'étais redevenue la vieille femme docile, reconnaissante et un peu confuse qu'elle avait façonnée à son image. Mais dans l'ombre, je tissais, lentement, méthodiquement. Le premier pas fut le notaire. Maître Durand m'avait reçu dans son bureau du quai des Carmes, entre 2 murs tapissés de dossiers aux noms de familles plus solides que la mienne. Il avait sorti une feuille blanche. « On va verrouiller votre patrimoine, Madeleine. » Une procuration notariée, limitée, révisable. Et surtout, un testament clair. J'ai acquiescé. J'avais la sensation étrange d'être en train de bâtir ma liberté, acte après acte, comme on remonte un mur autour d'un jardin secret. Nous avons tout repris depuis le début. Les biens,
les comptes, les signatures, les procurations. J'ai découvert qu'une partie de mes économies avait déjà été transférée vers un compte conjoint ouvert par Marc et Claire. Des petites sommes, régulières, presque invisibles, 100 € ici, 200 là, mais cumulées sur plusieurs mois. Je les ai laissés faire. Je savais qu'il me fallait un motif concret, une preuve de répétition. Quand la dernière somme fut prélevée, j'ai demandé à Maître Durand de rédiger une attestation bancaire. Il m'a regardé, surpris de mon calme. « Vous voulez les piéger ? » ?»« Non, maître. Je veux les laisser se piéger. » Ensuite, j'ai ouvert un nouveau compte à mon seul nom. Nouveau mot de passe, nouvelle signature. Nadia, la conseillère, une jeune femme bienveillante, m'a chuchoté. « Gardez la carte sur vous, ne la laissez jamais traîner. Et si quelqu'un vous demande, dites que vous l'avez perdue. » Je l'ai remercié d'un sourire. Dans ce monde de formulaires et de chiffres, sa discrétion valait un refuge. Le deuxième pas fut plus intime, reprendre possession de ma maison. Un après-midi, pendant que Claire faisait ses courses pour moi, j'ai rassemblé les doubles des clés, les factures, le carnet vert de Jean que j'avais retrouvé dans un tiroir oublié. Je les ai glissés dans une petite valise beige, la même que j'avais emportée en voyage de noces, et je les ai portés chez Mireille. Elle m'a regardé sans poser de questions. J'ai simplement dit « Garde-les pour moi. Si jamais il m'arrive quelque chose, appelle Maître Durand. » Elle a serré la valise contre elle comme un secret. Le soir, Claire a remarqué que certains papiers manquaient. « Tu as encore déplacé tes documents ? » Je t'avais pourtant dit que je m'en occupais. J'ai haussé les épaules. Je les ai rangés ailleurs. Pour ne pas les perdre. Elle a souri, un sourire glacé. « Tu deviens méfiante, dis donc. » Je deviens prudente. Le ton était doux, mais sous la table, mes doigts s'étaient crispés sur mon carnet. À partir de là, chaque jour a eu sa mission. Un appel discret au notaire, une photocopie de relevé, une vérification de date. J'ai même contacté un avocat spécialisé en droit des familles, Maître Lenoir, recommandé par Mireille. Il m'a reçu avec respect, m'a écouté longuement, puis m'a dit « Ne cherchez pas la vengeance, Madame Arnaud, cherchez la preuve. Le droit ne punit pas la trahison, mais il protège la dignité. » Ces mots-là m'ont accompagné tout le long du trajet du retour. Je me suis mise à classer mes documents dans des chemises de couleur. Bleu pour les comptes, verte pour la maison, jaune pour les correspondances, rouge pour les preuves. Et chaque soir, je les rangeais dans un ordre précis, toujours le même. C'était devenu ma respiration. Claire, pendant ce temps, redoublait de prévenance. Elle m'apportait des gâteaux, me proposait des promenades, m'aidait à organiser ma paperasse. Je la laissais faire, polie, distante, un peu absente. Elle croyait m'endormir. Elle ignorait que j'étais déjà éveillée. Un après-midi, elle est revenue avec un nouveau classeur. J'ai préparé le dossier complet pour le juge des tutelles. Il suffit de signer ici et là. J'ai pris les papiers, lentement, les ai feuilletés en silence. Chaque page sentait le parfum vanillé qu'elle portait toujours. Quand j'ai levé les yeux, j'ai dit calmement « Tu sais, Claire, Jean me disait toujours, on ne signe pas ce qu'on ne comprend pas. » Elle a ri, un peu forcée. « Tu ne vas pas recommencer à tout compliquer, quand même. » Je ne complique rien. Je reprends juste ma place. Je n'ai rien signé. Je lui ai rendu les papiers, sans colère, sans explication. Le lendemain, j'ai déposé à la gendarmerie une main courante pour tentative d'abus de faiblesse. Juste un dépôt, discret, sans plainte. Mais ce simple acte administratif allait tout changer. Désormais, tout ce qui se ferait autour de moi serait surveillé. Le notaire m'a appelé quelques jours plus tard. Sa voix sonnait plus claire, presque admirative. « Vous avancez vite, Madeleine. Vous êtes méthodique. C'est tout ce qui me reste, maître. La méthode. » Les semaines ont passé. J'ai cessé de me justifier. Je répondais par des phrases brèves, des sourires mesurés. Leur mépris glissait sur moi comme la pluie sur le verre. Ils croyaient encore dominer la partie moi. Je voyais déjà la fin. Un soir,
J'ai reçu une enveloppe officielle, scellée du tampon de la banque. Les procurations de Claire et de Marc venaient d'être annulées, conformément à ma demande. J'ai posé la lettre sur la table. Je l'ai regardée longtemps, comme un symbole. C'était plus qu'un papier. C'était le retour de ma signature, de ma voix. Le lendemain, j'ai appelé le notaire. Je lui ai dit « Tout est prêt. Vous pouvez informer le juge. » Il a répondu, d'un ton calme. « Alors, Madeleine, le piège peut se refermer. » Et ce soir-là, j'ai écrit dans mon carnet bleu. Ils m'ont crue vieille. Ils m'ont oubliée patiente. Et la patience, parfois, c'est la forme la plus aiguisée de la vengeance. La convocation est arrivée un matin de mai, dans une enveloppe beige en tête du tribunal judiciaire. L'audience avait lieu le 17, à 10 heures. J'ai lu la lettre sans trembler. Je savais que ce jour-là, ce ne serait pas moi qu'on jugerait, mais leur mensonge. Le jour venu, j'ai choisi avec soin ma tenue. Une robe bleu nuit, un foulard gris perle, celui que Jean m'avait offert pour nos 30 ans de mariage. Je voulais qu'il voie que je n'étais pas une vieille confuse, mais une femme droite, lucide, debout dans sa dignité. J'ai glissé dans ma pochette grise le dossier préparé par Maître Durin. Attestation, relevé, copie de procuration annulée, main courante, photo et, dans la doublure intérieure, mon carnet bleu, mon arme invisible. Quand je suis entrée dans la salle, Marc et Claire étaient déjà là. Ils se sont levés en me voyant. Marc m'a adressé un sourire nerveux, presque enfantin. Claire, elle, gardait ce masque poli des gens qui se croient encore maîtres du jeu. Je me suis assise sans un mot, le sac posé sur les genoux. Le juge, une femme d'une 50aine d'années au regard clair, a ouvert le dossier. Nous sommes ici pour examiner la demande de curatelle déposée au nom de Madame Arnaud. Je note que la principale intéressée est présente, ainsi que son fils et sa belle-fille. Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Madame Arnaud, souhaitez-vous vous exprimer ?» J'ai respiré profondément. « Oui, Madame le juge. Je voudrais simplement comprendre comment on peut être déclaré vulnérable sans avoir été entendu. » Un murmure a traversé la salle. Claire a levé les yeux au ciel. Marc a baissé la tête. Le juge a hoché la tête. Calmement. « Avez-vous eu connaissance du dossier médical joint à la demande ?»« Oui, et je n'ai jamais rencontré le médecin qui l'a signé. » Je me suis tournée vers Claire. Elle a rougi. C'est un ami de la famille. Il voulait rendre service. En me déclarant confuse, mon ton était doux, mais tranchant. Le juge a levé la main. « S'il vous plaît, nous restons dans le cadre juridique. » Maître Durin s'est levé. Il a sorti un dossier identique, plus épais. « Madame le juge, voici les documents que ma cliente m'a remis. Vous y trouverez les preuves de procuration bancaires établies sans son consentement, ainsi qu'une main courante déposée il y a 3 semaines pour tentative d'abus de faiblesse. Toutes les opérations ont été vérifiées et confirmées par la banque. Vous trouverez également une attestation d'un médecin agréé certifiant que Madame Arnaud est parfaitement lucide et autonome. » Il a déposé les documents devant le juge. Le bruit du dossier sur la table a résonné comme une pierre tombant dans un puits. Claire a blêmi. Marc s'est passé la main sur le front. Le juge, impassible, a feuilleté lentement les pages. Puis, relevant la tête, « Madame Arnaud, souhaitez-vous ajouter quelque chose ?» J'ai sorti mon carnet bleu. Je l'ai posé devant moi. Je note depuis des mois chaque parole, chaque signature, chaque déplacement. On m'a dit que j'étais confuse, mais c'est grâce à ce carnet que je suis encore debout aujourd'hui. Je ne cherche pas à punir, Madame le juge. Je veux seulement qu'on me laisse exister sans qu'on me range dans une chemise administrative. Un silence a suivi, le genre de silence qu'on ne remplit pas, parce qu'il contient déjà tout. Le juge m'a regardé longuement, puis elle a refermé le dossier. La demande de curatelle est rejetée. Je constate par ailleurs un usage abusif de documents médicaux et bancaires. Le parquet sera saisi pour vérification. Marc a relevé la tête, livide. Claire a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Moi,
J'ai simplement dit « Merci, madame le juge ». Quand nous sommes sortis, la lumière du matin m'a frappé au visage. Sur le parvis, Claire a voulu m'arrêter. « Tu n'avais pas le droit de faire ça. » Je l'ai regardée. « Non, Claire. Ce que je n'avais pas, c'était le devoir de me taire. » Elle a détourné le regard. Marc, lui, s'est approché, les épaules basses. « Je suis désolée, maman. » Je n'ai pas répondu. Je lui ai simplement touché la joue, comme autrefois, quand il rentrait couvert de honte après une bêtise d'enfant. Puis j'ai tourné les talons. Le vent s'est levé sur les marches du tribunal, soulevant légèrement mon foulard. Je me suis arrêtée. J'ai levé la tête vers le ciel. Je n'ai pas souri, mais j'ai senti une paix nouvelle s'installer au creux de ma poitrine, la paix de celles qui ont gagné sans élever la voix. Le soir, en rentrant, j'ai ouvert mon carnet bleu. Sur la dernière page, j'ai écrit « Aujourd'hui, ils ont voulu me faire taire avec la loi. J'ai répondu avec la loi, et c'est la justice qui a parlé à ma place. » Les jours qui ont suivi l'audience ont eu un goût étrange, celui du silence après le tonnerre. Tout semblait retomber, mais l'air restait chargé d'électricité. La vérité, une fois dite, ne s'efface pas. Elle flotte dans les couloirs, elle colle au mur, et chacun, alors, commence à se regarder autrement. Marc n'a plus donné de nouvelles pendant une semaine. Puis un matin, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une enveloppe sans timbre. À l'intérieur, un mot court, maladroit. « Maman, je ne sais pas quoi te dire. J'ai honte. Je croyais t'aider. Je me suis laissé convaincre. Pardonne-moi si tu peux. » Il n'y avait pas de signature, mais je savais qu'il avait écrit vite, sans oser relire. Je n'ai pas répondu, pas par orgueil, mais parce que certaines réponses ont besoin de silence pour être comprises. Claire, elle, a réagi autrement. 2 jours après le jugement, elle a appelé Maître Durand. Elle voulait contester la décision. Le notaire m'a raconté la conversation. Plus tard, d'un ton amusé. Elle était furieuse, Madeleine. Elle a crié que vous aviez manipulé tout le monde, que vous étiez plus rusé qu'elle ne l'avait cru. J'ai souri. Rusé, c'est un mot qu'on réserve aux femmes âgées quand elles cessent d'être naïves. Très vite, les conséquences se sont enchaînées. Le juge, fidèle à sa parole, avait transmis le dossier au parquet. Le médecin complaisant a été entendu. La banque, alertée, a signalé les mouvements suspects. Et la belle façade de Claire, cette femme, dévouée, qui gérait tout pour le bien de sa belle-mère, a commencé à se fissurer. Marc a été convoqué à son tour. Il a tout avoué. La curatelle, c'était son idée à elle. Lui avait laissé faire. Le procureur a clos l'enquête avec un simple rappel à la loi, mais la honte publique, elle, ne s'efface pas avec un tampon. Dans leur quartier, les voisins ont commencé à chuchoter. La rumeur court vite quand elle porte un parfum de trahison. Claire a quitté le cabinet d'assurance où elle travaillait. Marc, lui, s'est retiré quelque temps chez un ami, loin de tout. Je ne les ai pas revus. Je n'en ai pas eu le désir. Pourtant, un soir, j'ai aperçu leur voiture passer lentement devant ma maison. Je n'ai pas bougé. Je suis restée derrière le rideau, droite, silencieuse. Je les ai regardés s'éloigner et j'ai pensé, ils cherchent quelque chose qu'ils ont eux-mêmes détruit. Je n'éprouvais ni triomphe ni rancune, seulement une immense fatigue, celle des batailles qu'on n'a pas voulu mais qu'on a dû mener. Les jours suivants, Mireille est venue me voir. Elle m'a trouvée assise sur le banc du jardin, le carnet bleu sur les genoux. Alors, c'est fini? Oui. Enfin. Presque. Tu es fière? Non. Juste en paix. Elle a hoché la tête. Nous sommes restés là un long moment, à écouter le vent dans les lilas. Le parfum me rappelait les printemps d'autrefois, quand Jean était encore là, quand Marc jouait dans l'herbe sans se soucier de rien. Tout semblait loin, et pourtant si présent. Les semaines ont passé. Je recevais parfois des lettres anonymes, probablement d'amis de Claire ou de gens de son entourage. Des mots durs, absurdes. Vous avez ruiné votre famille pour de l'argent. Je les déchirais sans les lire jusqu'au bout.
Il ne savait pas. Il ne pouvait pas savoir que ce que j'avais sauvé n'avait rien à voir avec de l'argent. Ce que j'avais défendu, c'était le droit de rester la propriétaire de ma propre voix. Un dimanche matin, Emma, ma petite fille, est venue seule. Elle avait 14 ans, une timidité douce dans les yeux. Elle m'a tendu un bouquet de marguerites. Papa m'a dit que tu étais très courageuse. Je l'ai serrée contre moi. Elle a ajouté, d'une voix presque chuchotée. Maman pleure beaucoup. Je lui ai caressé les cheveux. Les larmes lavent, ma chérie. C'est bien. Elle a levé les yeux vers moi, troublée. Tu lui pardonnes? J'ai réfléchi un moment, puis j'ai répondu, je lui laisse le temps. Le pardon, c'est comme le vent. Il vient quand la maison est enfin ouverte. Après son départ, j'ai relu mes carnets depuis le début. Chaque mot, chaque date, chaque phrase me semblait appartenir à une autre vie. Je n'étais plus la femme humiliée qu'on voulait faire taire. J'étais devenue ma propre avocate, ma propre témoin. La maison aussi avait changé. J'avais repeint la cuisine, seule, d'un bleu doux. J'avais remis les rideaux anciens, les assiettes fleuries. Ce n'était pas seulement une question de décoration, c'était un acte de reconquête. Un matin, j'ai reçu un appel de Maître Durand. Madeleine, tout est définitivement classé. Vous êtes libre de vos biens, de vos décisions. Et je dois vous dire, vous m'avez rappelé pourquoi j'ai choisi ce métier. J'ai ri doucement. Pour défendre la vérité? Non, pour défendre la lucidité. Ce mot m'a suivi longtemps. Lucidité, c'est sans doute la forme la plus silencieuse du courage. J'ai quitté la maison de la rue du Lierre un matin d'octobre. Le ciel était bas, gris clair, et une odeur de terre mouillée montait du jardin. Je n'ai pas pleuré. J'ai refermé la porte, doucement, comme on ferme un livre qu'on a enfin fini de lire. Ma valise beige était légère. Quelques vêtements, mes papiers, et le carnet bleu toujours. Jean aurait aimé cette sobriété. Partir sans fracas, juste avec ce qu'on a compris. J'ai pris le train pour la côte. Je ne savais pas exactement où j'allais. Seulement que la mer m'attendait quelque part. Elle a toujours eu pour moi la forme du recommencement. Un bruit régulier, une patience sans jugement. Le train longeait des champs pâles, puis des collines, puis soudain la lumière s'est ouverte sur le large. J'ai eu l'impression de respirer pour la première fois depuis des années. Je me suis installée dans un petit village de bord de mer, entre Saint-Gildas et Quiberon. Une location modeste, un rez-de-chaussée avec vue sur le port. Les matins, le cri des mouettes me réveillait avant le soleil. J'ouvrais les volets, je préparais du café, et je m'asseyais face à la mer avec mon carnet. Au début, je ne savais pas quoi écrire. Puis les mots sont venus, lents, paisibles, pas pour témoigner, mais pour respirer. J'ai rencontré mes nouveaux voisins peu à peu. Monsieur Lambert, ancien pêcheur, m'apportait parfois des soles fraîches. Lucie, la boulangère, déposait devant ma porte un petit pain chaud en disant « C'est pour la dame du carnet bleu ». Il ne connaissait rien de mon histoire, et cela me convenait. J'avais besoin de redevenir quelqu'un de simple, une femme parmi les autres, ni victime, ni survivante. Les journées s'écoulaient au rythme du vent et des marées. Je marchais beaucoup sur la plage. Le sable humide sous mes pas me rappelait la fragilité de tout. Un mot, une signature, un amour. Tout peut s'effacer, mais tout laisse trace. J'apprenais à ne plus attendre d'excuses, ni de réparation. La justice avait parlé, mais la paix, elle, ne se décrète pas. Elle s'apprend. Un jour, j'ai reçu une lettre, une écriture hésitante, familière, celle de Marc. L'enveloppe sentait le tabac et la pluie. Je l'ai ouverte lentement. « Maman, je sais que tu vis près de la mer. Je voulais t'écrire plus tôt, mais je ne trouvais pas les mots. J'ai quitté Claire. Elle a tout perdu. Moi aussi, d'une certaine façon. Je n'attends pas ton pardon. Je voudrais juste te revoir, un jour, si tu veux bien. » Je suis restée longtemps immobile, la lettre posée sur mes genoux. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine, une vieille corde qui se détend. Le soir même, j'ai écrit une réponse.
Courte, claire. Viens quand tu veux. Il y a toujours du café chaud. Je ne te promets pas l'oubli, mais je te laisse la porte. Il est venu 2 semaines plus tard, sans prévenir. Je l'ai vu traverser la digue, silhouette un peu penchée sous le vent. Quand il s'est approché, je l'ai trouvé vieilli, amaigri, les traits tirés. Nous ne nous sommes pas embrassés. Nous nous sommes simplement regardés, longtemps. Puis, il a dit, « Tu es belle, maman. » Je lui ai répondu, doucement. Je suis debout. C'est déjà beaucoup. Nous avons bu un café en silence. À travers la fenêtre, la mer avançait lentement, comme un animal calme. Il m'a raconté sa vie, son regret, sa honte. Je l'ai écouté sans colère, sans pitié. Puis je lui ai dit, « Tu as cru qu'on pouvait simplifier la vieillesse. Mais une mère, ça ne se simplifie pas. Ça se comprend. » Il a hoché la tête, les yeux humides. Avant de partir, il a déposé sur la table une photo de moi, jeune, tenant sa main d'enfant. Je l'ai gardée tout ce temps. J'ai caressé le papier. Garde-la encore, Marc, mais regarde-la autrement. Maintenant. Il m'a souri, faiblement, et il est parti. Quand la porte s'est refermée, j'ai compris que quelque chose venait de se réparer, sans bruit, pas tout, pas complètement, mais assez pour que le cœur recommence à battre normalement. Les jours suivants, j'ai repris ma routine. Le marché, les promenades, les lectures du soir. Un matin, un enfant inconnu m'a dit sur le port, « Bonjour, Madame du Silence. » J'ai ri. Oui, c'était bien moi, celle qui s'était tue assez longtemps pour que le silence parle à sa place. Je n'avais plus peur de vieillir. Vieillir, c'était juste continuer à choisir même quand tout le monde vous croit incapable. Et moi, désormais, je choisissais la paix. Ce soir-là, la mer était d'un bleu profond, presque noir, et le vent portait une odeur d'algues et de sel. Je me suis assise sur le banc en bois, celui face au vieux phare, là où la lumière tourne lentement, régulière, comme un cœur qui continue malgré tout. Dans mes mains, le carnet bleu usé, épais, vivant. Je le feuilletais doucement. Chaque page me ramenait un fragment de moi. La peur, la colère, la stratégie, puis la lumière. J'y lisais ma propre reconstruction, ligne après ligne. J'ai relu la première note. Je ne serai pas défendue. Je me défendrai. Et la dernière, je suis debout. Entre ces 2 phrases, il y avait une vie entière, celle d'une femme qu'on avait voulu effacer sous prétexte d'aide et qui avait choisi de se sauver par la lucidité. Je n'en voulais plus à Marc. Le pardon, je l'avais trouvé non pas en lui, mais en moi, car le véritable pardon ne consiste pas à effacer la faute, mais à ne plus lui laisser le pouvoir d'éteindre la lumière. Quant à Claire, je ne la haïssais pas. Sa cruauté n'était qu'une forme d'ignorance, celle de ceux qui confondent contrôle et amour. Un jour, peut-être, elle comprendra, mais ce jour-là ne me regarde plus. La nuit s'est installée doucement sur le port. Les lumières des bateaux clignotaient au loin, comme des promesses de départ que je n'avais plus besoin de prendre. J'ai posé ma main sur mon cœur, simplement pour sentir le battement régulier, cette persistance silencieuse qu'aucun jugement, aucune humiliation n'avait pu atteindre. J'ai pensé à toutes les femmes comme moi, celles qui se taisent trop longtemps, croyant que se taire, c'est préserver la paix, celles qu'on déplace de leur maison, qu'on infantilise avec des sourires doux, qu'on dépossède sous le mot « aider », celles qui, un jour, se réveillent, non pas dans la colère, mais dans la clarté. Je voudrais leur dire que rien n'est jamais fini tant qu'on sait encore lire, écrire, signer, tant qu'on a sa propre main, sa propre mémoire, son propre nom. Je n'ai pas choisi la vengeance, pas vraiment. J'ai choisi la vérité, et c'est elle, la plus implacable des justices. Car la vérité ne crie pas. Elle attend, elle s'écrie, elle revient. Je me suis levée du banc, lentement. Le vent faisait danser les pages du carnet, comme s'il voulait les emporter. Je les refermais, nouées d'un ruban. Puis j'ai murmuré dans le souffle du soir, pour moi seule, pour Jean, pour toutes celles qui ont eu peur de parler. Le silence peut aussi être une forme de justice. Et à cet instant, pour la première fois depuis longtemps,
J'ai senti que ma vie m'appartenait à nouveau dans toute sa douleur, dans toute sa dignité, dans toute sa lumière. Je suis rentrée chez moi, apaisée. Le carnet reposait sur la table, la mer derrière la fenêtre, et le monde, enfin, me laissait en paix.